Les blancs, c'est mieux. Je ne me mettrai plus jamais avec un noir. Voilà le genre de phrase que j'ai entendue de la part de certaines noires africaines qui sont aujourd'hui en relation avec des blancs. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que les blancs, ce n'est pas mieux. C'est pas vrai. Il y a des salauds partout. Et il y a des bons gars partout. Tu as des salauds chez les noirs, des salauds chez les blancs, des salauds chez les asiates. Et tu as des bons gars chez les noirs, des bons gars chez les asiates, des bons gars chez les blancs. Malheureusement, les gens qui tiennent souvent ce genre de propos, les tiennent sur la base de leur expérience, ce qu'ils ont pu expérimenter. Mais on peut voir des couples comme celui de Barack Obama et Michelle Obama, celui de Denzel Washington, ou même encore dans l'univers un peu plus people, Jay-Z et Beyoncé, démontrant qu'il y a des couples noirs qui s'en sortent, malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré l'adversité. Ils parviennent à se soutenir l'un et l'autre et à accomplir des choses assez intéressantes. Mais on ne peut pas simplement dire ça et passer dessus. Je pense que le sujet mérite une analyse un peu plus profonde. Je vais donc essayer dans la vidéo d'aujourd'hui d'analyser avec vous pourquoi est-ce que certaines Africaines qui sont nées parfois en Afrique, qui ont grandi en Afrique, en sont arrivées à avoir des positions aussi radicales vis-à-vis de l'homme noir. Ce qu'on va voir aujourd'hui ne va pas plaire à beaucoup d'hommes, mais je pense qu'il est important de jeter un pavé dans la mare afin que le sujet ait le mérite d'être débattu. Je précise tout de suite qu'on fera un live sur ce sujet sur la chaîne aujourd'hui à partir de 20h30. Donc connectez-vous pour parler de ça en direct, 20h30, 21h, afin que l'on puisse aller un peu plus loin. Prenez aussi le temps, parce que je sais qu'il y a quelques sorciers qui aiment bien venir répondre dans les commentaires sans avoir pris le temps d'écouter toute ma position. Ils aiment bien des raccourcis pour pouvoir dire « mais Philippe a dit ça, je réponds ça ». Non, prenez le temps de vraiment écouter ma position parce qu'elle est complexe dans ce sujet et ce n'est pas juste une réponse de oui ou de non. C'est important de pouvoir dire ça. À mon niveau, j'ai identifié trois principaux griefs, trois principaux éléments que ces femmes mettent en avant. Je veux qu'on les analyse. Est-ce que ce que ces femmes disent est vrai? Est-ce que les plaintes qu'elles ont vis-à-vis des hommes noirs qui les entourent ou avec qui elles ont vécu peuvent se généraliser? Est-ce qu'on peut dire qu'une majorité d'hommes noirs se comportent de cette manière-là? Et ensuite, je vais analyser les causes profondes de ces raisons-là. Et enfin, je vais vous donner mes conseils. Que vous soyez aujourd'hui en train de vouloir vous marier avec un blanc ou avec un noir ou peu importe votre relation, je vous donnerai les questions fondamentales à vous poser face à ce choix-là. Alors, pour commencer, écoutez cet extrait. Moi, tu n'es pas trop attentif, hein? L'homme ne va pas attentif, il n'est pas très romantique. Vous voulez les gens qui vous disent, chérie, je t'aime, je t'adore, mon cœur. Fichez le camp, là, la télé fait ça. Nous ne sommes pas des blancs, nous. Nous avons une culture de vous aimer. Quand un homme vient te prendre au Cameroun, c'est l'amour, ça. Quand un homme te dote, c'est l'amour. Voilà l'amour du Camerounais. On ne peut pas chanter tous les jours, je t'aime. Fichez le camp, quand ça, là, la télé. Et nous embêtez par vos histoires-là. Vous regardez la télé avec les trucs brésiliens, il faut que nous aussi on devienne les blancs. Je t'aime, l'attention. La question ici du romantisme. Le premier point que j'entends souvent comme grief, c'est de dire que les hommes noirs ne sont pas romantiques. Et c'est important d'en parler, ok? C'est vraiment important d'en parler. Parce que, qu'est-ce que le romantisme? Je le définis simplement comme la manière d'exprimer son amour à son partenaire, à son conjoint, de telle sorte que ceci lui procure du bien. Et bien évidemment, il y a plusieurs manières de faire ça. Mais je pense aussi que il ne faut pas confondre la définition de romantisme occidental et l'étendre à l'ensemble de la planète. C'est vrai qu'on a été très influencé et on est très influencé par le cinéma occidental. J'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'expliquais qu'il y a une volonté pour les Américains, mais aussi maintenant les Occidentaux, d'exporter leur culture au travers de l'art et de l'imposer un tout petit peu dans la conscience et même l'inconscience des populations mondiales. Voilà pourquoi des petits garçons partout dans le monde entier comme moi étaient fiers de danser Michael Jackson et même les Asiatiques ont essayé de faire ça aussi. Donc, il y a clairement un élément culturel à prendre ici en compte. La manière d'exprimer l'amour en Inde n'est pas la même que d'exprimer son amour au Venezuela. Et je pense que chaque peuple a sa culture. Et les Africains ont la leur. Et quand on a grandi en Afrique, on sait très bien que nos parents ne sont pas les premiers à faire des louanges à leurs femmes en public ou alors à faire des compliments. Alors peut-être que vous avez grandi dans une famille dans laquelle il y a souvent ce genre de marque d'attention. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas très courant. La plupart du temps, on n'a pas le sentiment que les parents
notamment, complimentent leur femme. Alors, il peut complimenter un repas. Il peut dire que le repas était très bon, ainsi de suite. Mais les autres compliments du type, ma chérie, tu es très belle, j'aime beaucoup comment tu es habillée, ce genre de choses, ça va être très rare. Ça va être très rare. Et c'est culturel. Par contre, comme l'extrait l'a dit, il y a d'autres moyens pour les Africains d'exprimer leur amour. Et pour un Africain, quand je suis venu dans ta famille et que je t'ai doté, je t'ai manifesté une très grande marque d'amour. Quand je t'ai choisi toi pour t'épouser, je t'ai manifesté mon amour. Quand j'ai subvenu à tel ou tel besoin pour toi, je t'ai manifesté mon amour. Et vous allez voir que le même type de raisonnement s'applique aussi aux enfants. Quand un enfant dit qu'il n'est pas aimé par ses parents lui répondent, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai payé ci pour ça, j'ai payé ça pour ça, j'ai fait ça pour toi. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord, alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi. Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Donc c'est donc clairement ça, la compréhension pour beaucoup de parents africains noirs, c'est mon amour pour toi se manifeste quand je pose des actes concrets. Or, en Occident, on est d'accord qu'il y a une culture dans laquelle on est beaucoup plus disert, dans laquelle on est beaucoup plus loquace, dans laquelle on parle, on exprime avec sa bouche l'amour. Oh chérie, je t'aime, ainsi de suite. On a des petites marques d'attention, on achète une fleur, on écrit une petite lettre, on fait plein de petites notions. Il y a une manière différente d'exprimer son amour. Mais ce que je tiens juste à préciser ici, c'est que le romantisme, il est d'abord culturel. Donc, quand une femme attend d'un homme qu'il exprime son amour pour elle d'une certaine manière, en général, il demande à cet homme-là de s'occidentaliser, c'est-à-dire d'utiliser le système occidental. En soi, c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais, comme on va le voir dans la troisième partie quand je vais vous parler de mon analyse. Mais il faut d'abord être conscient quand même que l'Afrique a sa manière à elle d'exprimer l'amour qui n'est pas forcément celle des Occidentaux. Ça, c'est le premier point par rapport à ce premier grief qui revient souvent. Le deuxième grief qui revient souvent, je vous laisse écouter cet extrait. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai fait plus de la moitié de ma vie en Angleterre, mais je ne whiteise pas. Moi, je peux peut-être changer d'accent quand je suis avec des étrangers, parce qu'il faut blend quand je suis au boulot. J'ai même un problème, fondamental. Si un gars me drague, il whiteise, on ne va pas aller très loin parce que je ne supporte pas, en fait. Je suis tellement attachée à ma culture que, ok, si tu es le genre, tu sais t'intégrer, tu sais faire la part des choses. Quand on est au boulot, on fait façon. Quand on est avec d'autres personnes, on fait façon. Mais quand on est à la maison, là, j'ai envie d'avoir le sentiment que je suis avec ma personne, je suis avec mon frère. Je peux pas vivre en Occident. J'ai déjà trop de problèmes à faire avec les moukala au boulot et tout ce qu'il faut faire et voilà. Je suis déjà en Occident. Je viens encore chez moi. Je dois encore whiteiser ou bien je dois encore, non, c'est trop d'efforts en fait. Pour moi, ce serait l'idéal. C'est justement pour ça que moi, quand j'ai rencontré, le père de mes enfants, c'était un tic au-dessus de la liste, le fait qu'il soit camerounais, et tout. Donc, mais est-ce que la question, est-ce que ça veut dire que ça vous allez faire un bon ménage ou bien la relation va marcher? On est d'accord que pas forcément. Comme Philippe vient de dire, on est clair qu'il y a des relations qui marchent, des relations mixtes qui marchent. Mon frère a épousé une Européenne étrangère. Et ils sont toujours mariés, ils sont toujours ensemble, ils ont des enfants. C'est pas ça la question. La question, c'est si ça, c'est bon, on est pas en train de demander si ça marche ou si ça ne marche pas. On est très clair que même entre deux Camerounais, ça ne marche pas. La preuve avec moi, c'est le père de mes enfants, ça n'a pas marché. Nous sommes deux Camerounais, en Angleterre, ensemble, mais ça n'a pas marché. Et il s'est mis avec une Européenne, avec laquelle il allait très épanoui. Tu l'as traumatisé, tu vois. C'est ça.
avec laquelle le gars est lui très épanoui et EYT, il est confortable à ça. Et puis, et puis voilà quoi. Et puis, il lave les assiettes, le gars, le jour, il prépare, il est choqué, il est plus bon. Il lave les assiettes et il prépare. Il n'est plus bantou. Moi, je suis choquée quand les enfants vont chez leur papa. J'entends des histoires, je suis émerveillée, je suis choquée. Je dis, ben dis donc, c'est bien que là-bas, ils vous apprennent comment un homme peut se comporter, un homme peut être, voilà, c'est bien. Mais si on était restés ensemble, mes filles allaient voir un macho, un gars très, voilà, parce qu'on veut, pas l'image de l'homme qu'on veut pour nos enfants. Donc, pour revenir au sujet, moi, c'est ce que j'aime ma culture, j'aime le Cameroun, moi je pense à rentrer, mais malheureusement, je pense que les hommes ont plus, je pense, je peux me tromper, mais je pense que les hommes ont plus de l'influence sur cette histoire que les femmes, parce que c'est l'homme qui te choisit en fait, si ça fait un sens. C'est l'homme qui est censé choisir la femme qu'il va épouser. Donc du coup, si tu es une femme et que tu as envie de te mettre avec ton frère camerounais, mais tu es dans une petite ville, déjà trouver un Camerounais, c'est pas facile, et ton frère Camerounais lui portait pas les mokas là, tu vas faire comment? Donc, ce n'est pas, c'est pas trop, donc c'est l'homme, en fait, qui, voilà. Et après, maintenant, quand on va se trouver en train de regarder d'autres cultures, on va dire, voilà, regardez celle-là, regardez les perdus. Et pourtant, moi, il y a des femmes comme moi, qui, à la base, voulaient rester chez nous, voulaient rester, voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me limiter à mon frère camerounais. C'est celui des sacro-saintes tâches ménagères. Et lui, il revient souvent. Ce qui est dit dans cet extrait peut paraître choquant. Voilà un monsieur qui était en mariage avec une de ses sœurs africaines et qui, quand il était avec elle, ne faisait pas de ménage à la maison, ne faisait jamais cuisiner. Et maintenant qu'il s'est marié avec une blanche, il se retrouve, lui qui ne faisait pas ces choses avec sa sœur noire, à cuisiner avec la sœur blanche, avec la blanche, à faire à manger, ainsi de suite. Et donc, vous voyez bien que son ex-épouse est interpellée. Elle se demande, mais comment mon mari, du moins mon ex-mari, peut avoir autant changé alors que quand il était avec moi, il se prévalait être un bantou. Quand il était avec moi, il estimait que c'était moi, et moi toute seule, qui devait m'occuper de toutes ces choses. Et on entend aussi, derrière ce qu'elle dit, une attente qui est de dire que on s'attend à ce que nos maris montrent l'exemple à nos enfants. Pour que nos enfants, voyant nos maris participer aux tâches, intègrent que c'est normal. Ce qui nous ramène donc bien évidemment une fois de plus à l'enfance et à la culture, parce qu'il faut le se dire, en Afrique, on a un rapport totalement culturel aux tâches ménagères. La première chose, c'est que quand vous grandissez dans une famille africaine, il y a une cession généralement des tâches. Attention, les garçons ne sont pas des rois, c'est très faux de dire ça. Moi, j'ai grandi comme plein d'enfants à faire du ménage chaque jour. On avait un système très simple à la maison d'ailleurs. Tu ne fais pas de ménage, tu n'as pas d'argent de baigner pour aller à l'école. Donc, ne te pointe même pas le matin pour demander un quelconque argent si tu n'as pas balayé le sol, lavé. Et si tu le fais mal, quand la maman se réveille et qu'elle vérifie, si tu l'as mal fait le lendemain, tu es prélevé à la source. On a inventé le prélèvement à la source il y a très longtemps, très longtemps. Donc du coup, les garçons, ce sont des travailleurs. D'ailleurs, la preuve, quand ils arrivent en Europe et qu'ils vivent seuls, ils font bien toutes les tâches ménagères chez eux. Quand on est étudiant et qu'on vit seul, on fait le ménage, on fait à manger, on fait tout dans sa maison. Parce que depuis petit, il y avait déjà quand même des bases. Par contre, il est vrai que pour ce qui est de la cuisine en général, ce sont les filles qui s'attellent à ça. Pourquoi? Parce que dans la culture africaine, la maman essaye de donner des secrets à sa fille pour que cette dernière puisse être une bonne épouse. Parce qu'il a entendu dans la culture africaine que la cuisine, c'est le temple de la femme. C'est elle qui maîtrise ce qui s'y passe. C'est elle qui en est finalement la gestionnaire. Donc, elle doit savoir cuisiner. C'est comme ça que ça se comprend dans la culture africaine. Ici, dans la culture occidentale, on est dans un monde différent. Il y a une volonté, mais là aussi, je tiens quand même à préciser que il faut bien analyser les choses. Quand vous regardez les couples occidentaux anciens, c'est pareil qu'en Afrique sur ce point-là. Ce sont les femmes qui cuisinent. La plupart des hommes ici sont devant la télé, devant le canapé, où ils font d'autres tâches dans la maison. Mais ce sont les femmes qui cultivent. Quand vous allez dans la France profonde, dans l'arrière-pays, il y a encore ces habitudes qui persistent. Par contre, il y a une autre volonté, effectivement, un peu plus moderne, qui consiste à dire que non, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Mais il faut aussi comprendre que ceci, en réalité, n'est rien d'autre qu'une dérivée d'un certain courant égalitaire qui est très présent dans la société maintenant. La femme est l'égale de l'homme et tout ce que l'homme fait, la femme doit pouvoir le faire. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un certain type de tâche ménagère soit adressé à la femme parce que c'est un moyen de la diminuer et de la rabaisser. C'est une culture idéologique qui est très répandue, de plus en plus en Europe, de laquelle on a tiré des courants comme le féminisme, ainsi de suite, qui ont pour but de dire que les femmes ont les mêmes droits, les mêmes obligations que les hommes et elles peuvent faire
de manière égale tout ce que les hommes font. C'est un courant idéologique. Et donc, cette idéologie-là consiste à dire que la femme ne doit pas plus apprendre à faire le ménage qu'un homme. La femme ne doit pas plus apprendre à cuisiner qu'un homme. Chacun d'entre eux doit pouvoir être capable de le faire. Donc, pour ce point des tâches ménagères, on est encore là, d'après moi, au cœur même, au centre d'une divergence culturelle. D'une part en Afrique, une certaine vision de la chose, et d'une part en Europe, une certaine vision de la chose. Mais si on veut aller un peu plus loin, il faut quand même analyser aussi les structures des familles africaines. Dans la plupart des familles africaines, du moins avant, les papas étaient les seuls qui allaient avoir une activité rémunératrice en termes d'argent à l'extérieur. Généralement, les mamans étaient restées à la maison, s'occupaient des enfants, avec des membres de la famille, il faut le préciser. Les familles africaines, les mamans africaines ont toujours de l'assistance. Une soeur, un cousin, il y a toujours quelqu'un qui vient à la maison avec vous et qui donne un coup de main en plus. Et donc, ça fait que les papas vont gagner le pain quotidien. La maman gère la maison avec ses petits business qu'elle peut avoir à gauche, à droite. Et fondamentalement, cette structure familiale fait que quand le papa rentre à midi, ben, c'est maman qui va le servir. Quand papa rentre le soir, c'est maman qui va le servir. C'est maman qu'on voit quand on rentre des classes en train de préparer le repas. Papa est à l'extérieur en train de travailler. Et tout ça forme dans l'esprit des enfants un certain imaginaire qui consiste à dire que le jour où je me marierai, eh bien, ma femme va prendre soin de moi comme maman a pris soin de papa. Et donc, en grandissant, les hommes grandissent avec cette image-là. C'est très, très important de comprendre ce point-là parce que c'est ce que l'on vit dans l'enfance qui façonne notre vision du monde. Et les hommes africains sont nés et ont grandi dans des foyers dans lesquels les mamans étaient à la maison. Mais même dans les cas où les mamans travaillaient, parce que bien évidemment, avec les années, les mamans aussi ont commencé à travailler et à être à l'extérieur, il y a toujours eu cette notion de soutien. C'est-à-dire que quand une maman est à l'extérieur et qu'elle travaille, elle va avoir à la maison une dame de ménage, elle va avoir quelqu'un qui lui donne un coup de main, elle va avoir un frère, une tante, un oncle, un cousin, sa propre mère. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre sur elle les tâches ménagères de telle sorte que la maman va être vraiment libérée par rapport à ça. Donc ce n'est donc pas la maman africaine qui faisait tout à la maison pendant que le papa était à l'extérieur. Non, la maman était aidée. Et quand la maman avait un boulot, il y avait des gens derrière qui la soutenaient. Quand on comprend bien ce point, on comprend que attendre de quelqu'un qui est en Europe, avec qui vous vivez à deux seulement dans la maison, qu'elle puisse tout faire en se basant sur le modèle africain, c'est peut-être un peu biaisé. Mais bon, ça, on va approfondir ça dans la partie analyse. Le troisième reproche, et peut-être même le plus grave, c'est celui qui consiste à dire que les femmes se plaignent de ne pas avoir leur mot à dire. Je pense que c'est le plus grave parce que c'est peut-être celui qui est le plus profond. C'est peut-être celui avec lequel on a le plus de mal. Là encore, d'où vient cette tendance chez certains hommes? Alors, ça va se manifester par le fait que vous avez des hommes qui prennent des décisions tout seuls, parfois même des décisions qui engagent le couple. Vous allez avoir des gens qui, peut-être, quand il veut aider sa famille au pays, il estime que sa femme n'a pas à le savoir, donc il prend l'argent, parfois même l'argent du couple pour aider sa famille au pays. Si sa femme ose s'en plaindre ou lui faire la remarque, ça devient un problème. Elle n'aime pas ma famille, ainsi de suite, alors qu'à la base, c'est plutôt la manière avec laquelle ça a été fait qui a posé problème. Et parfois, même à force de faire ça, on en arrive dans des extrêmes dans lesquels un partenaire dit que je ne veux plus que tu envoies de l'argent au pays. Mais ce n'est pas que la personne n'aime pas le pays, c'est juste que tel que c'est fait, c'est juste pas possible. Vous pouvez aussi avoir des cas de figure dans lesquels monsieur va, et ça c'est même encore plus grave, endetter madame parce qu'il veut envoyer de l'argent au pays ou parce qu'il a un projet. Ça, c'est juste inadmissible. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller endetter votre partenaire sous le prétexte que vous êtes un homme, vous êtes son mari. C'est juste trop grave de faire ça. Et malheureusement, je ne sais pas comment certaines banques font, mais quand il faut donner de l'argent, on trouve le moyen de sortir de l'argent. Mais voilà, il y a des cas à qui c'est arrivé d'avoir un mari qui allait prendre un crédit en endettant sa femme, sans que celle-ci ne sache même qu'elle a été endettée, parce qu'on voulait envoyer de l'argent, par exemple, au pays. Et donc, tout ça, bien évidemment, crée le sentiment que l'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas respecté. Mais ça peut aller même encore plus loin. Vous pouvez avoir le cas de figure des hommes qui, eux, par contre, c'est dans la prise de décision quotidienne. Quand ils consultent, parce que la plupart du temps, ils ne consultent pas, mais quand ils consultent même, c'est de manière, allez, genre pour faire genre, quoi. Et donc, du coup, généralement, les solutions ou les propositions qui sont données par l'épouse, la dame, ne sont absolument pas prises en compte. Que ce soit une fois, deux fois, ça peut se comprendre. Mais si systématiquement, quand la dame donne son avis, elle n'est pas écoutée, ben, au bout d'un moment, elle va finir par se dire que, en fait, ça ne sert à rien qu'elle donne ses avis, parce que monsieur ne l'écoute pas, il ne fait qu'à sa propre tête. Et donc, du coup, bien évidemment, ce grief-là, il est beaucoup plus profond parce que c'est une question de respect. Vous savez que tout ce qui touche au respect est beaucoup plus grave. Voilà donc les trois grosses caractéristiques et reproches que j'ai souvent vus et entendus dans la communauté. Quelle est donc mon analyse par rapport à ça? Elle est assez simple. Mon analyse consiste à dire que, en réalité, c'est deux visions du monde qui s'affrontent.
Vous êtes en train de vous battre parce que vous avez deux visions du monde. Et comprenez bien ce que je vais dire ici. Au fond, c'est même un peu ça le combat de l'élection présidentielle en France aussi maintenant, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils se battent avec deux visions du monde. Marine Le Pen qui a une vision traditionnaliste et Emmanuel Macron qui a une vision progressiste. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pour les traditionnalistes, les hommes africains vont vouloir que leurs femmes soient pour eux comme leur mère l'était pour leur père. Les hommes africains vont vouloir que leurs femmes soient celles qui prennent soin d'eux, que ce soit celles qui cuisinent pour eux, que ce soit celle qui est pliée en quatre pour eux. Voilà ce que les hommes vont vouloir. Et parfois même, des mamans vont vouloir ça pour leurs enfants. Parce que c'est ce qu'elles ont été, elles, pour leur mari. Elles vont donc vouloir que l'épouse de leur fils soit celle qui cuisine pour leur fils, soit celle qui prenne soin pour leur fils, soit celle qui lave les habits de leur fils. Bref, que cette épouse-là fasse ce qu'elle a toujours fait pour son mari. Les mamans ont ce type d'attente aussi. C'est aussi pour ça que parfois vous allez voir que les belles filles et les mères, ça ne passe pas bien parce qu'elle va se dire, mais pourquoi cette fille ne fait pas ce qu'elle doit faire? Elle a son logiciel qui est un logiciel traditionnaliste. De l'autre côté, on a le logiciel moderne ou post-moderne en fonction de où on se situe. Et ce logiciel-là consiste à dire que on doit s'adapter à la culture du pays dans lequel on vit. Et ici, ce n'est pas l'Afrique. Quand on est en Europe, quand on est à l'étranger, on ne peut pas vivre comme quand on est en Afrique. En Afrique, une femme, elle a beaucoup d'aide, elle a beaucoup de soutien. La maison a toujours quelqu'un pour pouvoir donner un coup de main. En Europe, ce n'est pas le cas. Et donc, vous allez avoir ce courant moderne qui consiste à dire, en Europe, vivons aussi un peu comme les Européens. Un mari doit donner un coup de main à sa femme. Un mari doit pouvoir faire du ménage. Pourquoi est-ce que le blanc qui est là et qui fait ça pour sa femme, moi, mon mari noir ne le fait pas? Un mari noir doit pouvoir aussi faire toutes ces choses pour sa femme. Et voilà donc le type d'attente que vous allez aussi trouver pour les personnes qui ont cette vision du monde-là, qui elle est un peu plus moderne, entre guillemets, un peu plus, voilà, elle est différente en tout cas de la vision traditionnaliste. Et donc, c'est important de comprendre donc à la base, il y a deux visions différentes du monde qui s'affrontent. Et quand vous avez compris ça, eh ben, je pense que je peux beaucoup plus facilement maintenant vous proposer des solutions. Par rapport aux trois cas de figure qu'on a vus. Numéro 1, pour ceux d'entre vous qui se plaignent, pour qui le problème c'est l'absence de romantisme. Je pense que il est important déjà de base, peu importe le profil que vous êtes, traditionnaliste ou même, non, je vais reprendre ici, ok. Avant de vous présenter les solutions, je pense qu'il est important de rappeler quelque chose de très important. Un couple, ce sont des concessions, ok. Un couple, ce sont des concessions. Vous pouvez être avec un blanc et le blanc ne voit pas d'un bon oeil que vous envoyez de l'argent pour soutenir votre famille au pays. J'ai souvent aussi eu ce problème-là de sœurs africaines qui sont avec leur mari et qui ne comprennent pas le besoin et les maris blancs ne comprennent pas le besoin que ces femmes ont de tout le temps envoyer de l'argent pour aider leur famille, à tel point qu'ils vont se dire, mais attends, tu es en train de mettre à danger notre couple, on n'aide jamais ma famille comme on aide la tienne, ainsi de suite. Donc, parce que là, bien évidemment, il y a donc ce genre de problèmes aussi qui peuvent subvenir. Donc, un couple, c'est une question de concession, ok? Et donc, peu importe le chemin que vous allez vouloir prendre pour votre vie, traditionnaliste ou moderne, je pense qu'il faut juste savoir que chacune des solutions va vous demander de payer un prix, va vous demander d'avoir un certain nombre de compromis avec lesquels vous-même vous êtes aussi d'accord. Pour le romantisme, il faut savoir qu'aucune culture n'est parfaite. Et ce que je vais dire ici va peut-être décevoir les traditionnalistes, mais la culture africaine, elle a des côtés très positifs. Elle a aussi des côtés que l'on peut améliorer. Et je pense que beaucoup d'études ont démontré l'importance des paroles pour pouvoir signifier son amour. Et sur ce point-là, je pense que nous, les Africains, nous gagnerions à nous améliorer. Nos parents ne nous ont pas élevés en nous disant des mots doux, des mots gentils, c'est vrai, comme il se doit ou comme on aurait aimé les entendre. Mais ce n'est pas une raison pour perpétuer ça. Ce n'est absolument pas une raison pour perpétuer ça. Notre culture n'est pas parfaite. Et il n'y a aucun mal à exprimer verbalement son amour pour sa femme, son émerveillement pour ses repas, son émerveillement pour sa tenue, pour sa coiffure, ainsi de suite. Ou simplement lui dire tout le bien que l'on peut penser d'elle. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est moins africain. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui a renié sa culture africaine. Ça fait juste de nous quelqu'un qui aime sa femme. Aussi simple que ça. Donc moi, je pense que cet aspect-là, il est très important. Pour aller un peu plus loin et approfondir ce sujet, je vous recommande de lire un livre qui est un classique qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Dans ce livre-là, Gary Chapman explique que les êtres humains que nous sommes avons globalement 5 manières
d'être sensible à l'amour. Il dit là-dedans que certains d'entre nous vont être sensibles à certaines choses et d'autres ne le seront pas. En général, on a le problème du miroir. On pense que parce que nous, on est sensible à un langage d'amour, alors les autres doivent l'être aussi. Les 5 langages que Gary Chapman va promouvoir dans son livre, ce sont les cadeaux. Il va dire qu'il y a des gens qui sont très attentifs aux cadeaux. Que ce soit un petit, un grand, peu importe la forme, quand vous leur offrez des cadeaux, ça leur fait vraiment plaisir et ils se sentent aimés. Les cadeaux, attention, vous pouvez les acheter, vous pouvez les ramasser, vous pouvez les confectionner. Je suis toujours très frappé par mes fils, mais surtout le dernier, qui quasi chaque jour, il va dans le jardin, il cueille une fleur et il vient la remettre à sa maman. Je lui demande, mais à plusieurs reprises, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu vas avec les fleurs? Et il me répond, et il a 3 ans. Il me dit, maman aime les fleurs, donc je vais lui offrir des fleurs. C'est frappant, tu te dis, mais waouh, c'est un enfant de 3 ans qui prend conscience. Lui, il s'en fout des fleurs. Mais il va prendre des fleurs dans le jardin et il va donner à sa mère. Ok, donc, et c'est ça l'amour. C'est je fais ce qui est important pour l'autre, pour que l'autre le comprenne. Donc, premier langage, les cadeaux. Deuxième langage que Gary Chapman développe dans son livre, ce sont les services rendus. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ils vont se sentir tellement aimés quand vous allez être là pour eux. Ils ont besoin d'un coup de main pour quelque chose. Et le fait que vous soyez là, ça va être super important pour eux. Donc, deuxième chose, les services rendus. Troisième chose, les moments de qualité. Les moments de qualité, ça va être des moments pendant lesquels vous êtes ensemble à faire quelque chose. Peu importe ce que c'est. Que ce soit le ménage, jouer, et peu importe, voir un film. Mais pour ces personnes-là, le fait que vous soyez ensemble à faire des choses va énormément compter. Le quatrième langage, ici, c'est le contact physique. Pour ces personnes, c'est quand vous le touchez, c'est quand vous l'enlacez, c'est quand vous avez des rapports sexuels que la personne se sent vraiment aimée. Vous pouvez faire tous les cadeaux du monde. S'il n'y a pas la partie touchée là, la personne ne se sent pas aimée. Et la dernière, ce sont les paroles valorisantes. Ça peut être des compliments sincères, ça peut être des marques d'attention, verbalisées. Ça va être très important. Et il est important de comprendre ici que d'après Gary Chapman, attention, quelqu'un qui est sensible au cadeau, la joie que toi tu vas éprouver dans le rapport sexuel va être semblable qu'elle va éprouver quand tu vas lui offrir un cadeau. Donc, si tu veux que la personne se sente aimée, tu as intérêt à faire ce qui compte dans son langage. Donc ici, bien évidemment, la solution, elle est simple. Prenez le temps d'étudier votre partenaire et prenez le temps de vous étudier. Il y a plusieurs quiz en ligne qui permettent de savoir quels sont les langages de l'amour auxquels on est sensible. Et donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, détectez le ou les langages de l'amour. On a toujours un langage dominant, un deuxième qui n'est pas très loin, mais on a 2 langages généralement. Bien évidemment, personne n'est insensible au restant des choses. Mais la pire chose qui puisse arriver, c'est que tu sois en train de faire un acte d'amour en t'attendant à ce que la personne l'apprécie et en retour, elle ne te montre pas d'appréciation. Quand ta femme cuisine, dis merci. Apprécie le repas. Dis à tes enfants qu'ils sont beaux, belles, intelligents, qu'ils sont capables d'accomplir des choses merveilleuses. Complimente-les. Et ça, c'est très important, cette petite parenthèse par rapport aux enfants. Ça va aussi éviter qu'un prédateur vienne détourner ta fille à 14 ou à 15 ans. Parce que quand ta fille, à qui tu n'as jamais rien dit, va tomber sur un gars qui va lui dire tu es belle, tu es la plus belle, elle va se donner à lui. Et tu vas juste récolter plus tard les conséquences. Et ce sera aussi quelque part ta responsabilité. C'est à nous de donner confiance à nos enfants en les couvrant de compliments, en les couvrant d'attention, en les couvrant d'éloges pour que leur vase soit constamment rempli d'amour. Parce que les enfants ont besoin, ce sont des gros réservoirs d'amour. Et ils ont besoin de se sentir aimés. Ils ont besoin de sentir qu'on les soutient. Ils ont besoin de sentir que ce qu'ils font est important, qu'on apprécie, qu'on valide. Et ce, dès le bas âge. Dès le bas âge. Donc, c'est important. Moi, mon fils, le même de 3 ans, sa phrase préférée maintenant, c'est « n'est-ce pas ?» Tout ce qu'il dit, « n'est-ce pas, papa ?» Il faut que tu confirmes que ce qu'il est en train de faire, c'est bien ça qu'il faut faire. Donc, c'est super important en tant que parent de savoir que les paroles, des petites paroles, eh bien, ça booste, ça change, ça dynamise un enfant. Mais pareil pour un conjoint, pareil pour une dame. On ne peut pas dire, et c'est peut-être ça aussi le truc, on ne peut pas dire qu'on veut être avec une femme qui est pleinement épanouie, qui est pleinement, qui développe tous ses potentiels, et ne pas lui donner un champ d'expert, ne pas lui donner un espace pour pouvoir exprimer ça. On ne peut pas. Clairement, on ne peut pas. Il faut choisir ce que l'on veut. Deuxième élément par rapport à ça, c'est qu'il faut aussi reconnaître ses torts.
il faut être en mesure de pouvoir reconnaître ses torts, verbalement. Parce qu'il y a des gens qui, il fait quelque chose qui est mauvais, et il discute, il dit que c'est pas lui ou que c'est pas mauvais. Et quand il finit même par être conscient qu'il a mal fait, il ne dit rien. Voilà, bouche cousue. Il ne reconnaît pas verbalement qu'il a mal fait. Ça, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut reconnaître verbalement ses torts. Humblement, simplement. Ça ne fait pas moins de nous un homme et encore moins de nous un Africain. Le point suivant, c'est celui des tâches ménagères. Alors ici, moi, je pense que il faut savoir ce que l'on veut. Vous voulez une femme qui est cadre, qui travaille dans des entreprises, ou une femme qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise, ou vous voulez une femme qui est à la maison et qui fait des bébés et qui est totalement dépendante de vous. Si vous n'êtes plus là, elle n'a plus aucun repère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de choisir. Clairement. Mais je pense qu'il faut bien choisir ce que l'on veut. Et une fois de plus, être en mesure de supporter les conséquences de ce choix-là. Il faut être en mesure de supporter les conséquences de notre choix dans ce domaine-là. Et clairement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous vous mettez avec quelqu'un, vous attendez qu'elle puisse être la personne qui fait tout à la maison. Or, comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la vidéo, même en Afrique, c'est pas comme ça que ça marche. Nos mamans en Afrique ne faisaient pas tout seules. Elles avaient de l'aide, elles avaient du soutien, des cousines, des tantes, des parents qui étaient toujours à la maison. Toujours. Moi, j'ai grandi dans une maison où j'avais des cousines tout le temps à la maison. Tout le temps, j'avais des cousines qui donnaient un coup de main, qui faisaient leur scolarité là. Et on était nombreux à la maison. Donc, les mamans africaines ne sont pas seules. Quand la dame est ici en France, en Allemagne, aux États-Unis avec vous, seule dans la maison, et que vous voulez qu'elle tienne la maison, qu'elle fasse la cuisine. En plus, vous avez des exigences. Vous dites que il faut qu'elle fasse la cuisine africaine chaque jour. On sait que les plats africains, généralement, ça prend du temps. Pire, vous dites que vous ne voulez pas manger de repas réchauffés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer le week-end et vous allez manger ça toute la semaine. Vous voulez les plats chauds tous les jours. Joe, c'est comment? C'est compliqué là. Ce que tu demandes, c'est compliqué. Donc la solution pour cette partie, moi je pense, c'est qu'il faut apporter de l'aide. Il faut apporter de l'aide à son partenaire. Il faut être quelqu'un qui... Et cette aide-là, elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Apporter de l'aide ne veut pas dire que c'est vous qui allez faire le ménage ou que c'est vous qui allez cuisiner forcément. Il y a d'autres manières de le faire. Vous pouvez apporter de l'aide, par exemple, en la soulageant, en achetant une machine. Ça peut être un lave-vaisselle. Plutôt que vous de la laisser faire la vaisselle chaque jour, que la vaisselle lui prenne 1 heure ou 2 heures de temps par jour parce qu'elle lave toutes les assiettes, ben, achetez un lave-vaisselle et c'est fini. La vaisselle, c'est fini, il n'y a plus de problème de vaisselle parce que vous avez soulagé en apportant de l'aide. Un autre moyen pour pouvoir apporter cette aide-là, c'est peut-être vous-même faire une partie du ménage. Une partie à laquelle vous êtes à l'aise. Moi, j'aime bien laver les assiettes, par exemple. Il n'y a pas de lave-vaisselle chez nous. Moi, j'aime bien laver les assiettes. Donc, vous pouvez par exemple prendre sur vous de faire cette partie du ménage parce que vous aimez ça. Ou alors vous aimez nettoyer le sol, mais vous prenez une partie sur vous et ça décharge. C'est-à-dire, moi, désormais, je serai en charge de nettoyer les toilettes, de nettoyer la maison, de nettoyer ceci. Vous prenez sur vous une partie du travail. Là aussi, ça décharge. Une troisième chose que vous pouvez faire, c'est simplement vous, avoir moins d'exigences. C'est-à-dire, la maison n'a pas à être balayée et lavée tous les jours. Vous n'êtes pas un terrain de foot qui est sale tous les jours. Vous pouvez laver la maison et faire le grand ménage 1 fois par semaine. Il n'y a pas de poussière qui entre dans la maison dans tous les sens. Par exemple. Donc, il faut avoir aussi moins d'exigences. Ou alors, simplement, 4e solution, faites-vous aider et prenez une aide ménagère. Faites-vous aider. Beaucoup de gens pensent que ça coûte très cher. C'est faux. Une aide ménagère peut vous revenir entre 8 et 10 euros de l'heure. Quand vous prenez 4 heures par semaine, par exemple, ça vous fait 40 euros. Vous prenez ça sur 1 mois, ça fait 160 euros. 160 euros et vous avez une dame de ménage qui va vous consacrer 4 heures de travaux ménagers par semaine. C'est énorme. Ça va faire, elle peut laver, elle peut repasser, puisque c'est des machines généralement qui lavent. Elle peut repasser, elle peut faire tout ce que vous voulez en 4 heures. C'est beaucoup 4 heures, ok? Elle peut faire beaucoup de choses. Et en plus, 160 euros, excusez-moi, mais c'est pas si cher que ça. Rien qu'une bonne coiffure, avec les soins, tout ce que vous voulez à Paris, c'est entre 130 et 200 euros dans les beaux salons. Entre 130 et 200 euros pour une bonne coiffure avec les soins et tout ce que vous voulez. Voilà, je pense que vos femmes se coiffent au moins 1 voire 2 fois par mois. Donc, si vous prenez rien que le budget que vous êtes consacré déjà à la coiffure, eh bien, je suis désolé, vous pouvez trouver le moyen de jongler pour pouvoir consacrer de l'argent pour avoir une dame de ménage qui va maintenant vraiment libérer du temps à votre épouse. En tous les cas, pour la partie ménage, pensez à des solutions qui vont alléger les choses pour madame. 3e point qui, bien évidemment, a été abordé, c'est la partie du respect et de l'écoute. Être un homme ne signifie pas qu'on a toujours raison. C'est l'une des choses les plus
fausse que l'on peut avoir et que certaines personnes peuvent véhiculer. Être un homme ne signifie pas que l'on a toujours raison. Ça, c'est faux, clairement. Et je ne sais pas sur quelle base on peut venir prendre un crédit et endetter son partenaire. Ça, je trouve ça tellement grave. Comment tu peux aller prendre un crédit au nom de la fille d'autrui parce que tu es son mari? C'est plus que la dictature, ça. C'est trop grave de faire ça. Ça, c'est pas ça, être un homme africain. Je suis désolé si ce que je dis là touche ou blesse des gens, mais pour moi, c'est juste pas possible. La solution pour moi ici, c'est la discussion, l'écoute et la réécoute. Quand on a un partenaire qui a une position sur quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, je pense qu'il faut éviter les passages en force. Passage en force, c'est moi l'homme, c'est ma décision qui compte et je fais. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut juste discuter. En discutant et en écoutant bien la position de l'autre, bien souvent vous allez comprendre qu'en fait la personne n'est même pas contre ce que vous voulez faire. Elle a juste une crainte par rapport à quelque chose sur lequel il faut la rassurer et c'est bon. Et si parfois elle est vraiment contre, peut-être que c'est vous aussi qui vous trompez quelque part. Et il faut juste mettre un terme à ça. Ou alors, troisième alternative, eh bien, si vraiment vous pensez que la décision que vous voulez prendre est bonne et qu'elle campe sur sa position, laissez un peu de temps passer. Surtout si ce n'est pas une décision urgente. Laissez le temps passer, rediscutez et bien souvent vous allez vous rendre compte que en fait cette décision-là, la décision que monsieur veut prendre ou que madame propose, en fait radicalement, laquelle est celle qui est la meilleure pour la famille? Posez-vous toujours ça et croyez-moi, une femme va beaucoup respecter un homme qui sait se remettre en question. Elle va le respecter beaucoup plus qu'un homme qui croit qu'il a toujours raison. Beaucoup, beaucoup plus. Ça, franchement, si vous voulez qu'une femme vous respecte beaucoup, remettez-vous en question. Soyez quelqu'un qui se remet en question, qui dit, ok, non, en fait, je me suis trompé. C'est ça, je me suis trompé, tu as raison, on va faire ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins un homme ou que vous êtes moins intelligent. Non, au contraire, vous êtes même très intelligent. Au contraire, c'est pas intelligent d'aller dans des chocs, des clashs avec son partenaire sur des décisions qui n'en valaient finalement pas la peine. Clairement. Alors, quelle est donc ma conclusion sur ce sujet? La vidéo était un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Mais ma conclusion ici est de dire que les couples doivent simplement échanger sur ce sujet et décider de ce qu'ils veulent. Comme on l'a vu, c'est deux visions du monde. Si vous êtes dans la vision moderne, post-moderne, assumez-le. Assumez-le et cherchez un homme qui partage cette vision. Si vous êtes dans la vision traditionnaliste, assumez-le et cherchez une femme qui partage cette vision. Il ne sert à rien de vouloir essayer de transformer un traditionnaliste en quelqu'un de postmoderne. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et pour le cas de l'homme qui est avec les noirs et qui fait certaines choses, quand il est avec les blanches, il fait d'autres choses, c'est la même chose. Quelqu'un peut être traditionnaliste, mais il sait que sa femme blanche ne peut pas être traditionnaliste. Donc, il va devoir mettre de l'eau dans son vin et accepter des compromis parce qu'il sait que cette blanche-là ne peut pas avoir l'attitude que sa propre mère avait parce qu'elle n'est pas née, elle n'a pas grandi dans ce contexte et elle ne comprendra pas beaucoup de codes. Et donc, il sera prêt à faire des concessions. Et donc, s'il est prêt à faire ses concessions pour une blanche, il est prêt à les faire avec une noire. Mais il faut juste avoir la discussion et je pense que les gens vont comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme je dit en début de vidéo, on en parle ce soir en live. Je pense que le sujet vaut la peine d'être rediscuté. À très bientôt.